Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission La politique en marche. Cette émission elle est présentée par Gildas L'Intemporel. Chers téléspectateurs, cette émission La politique en marche, c'est une émission qui nous permet de comprendre et de connaître les vraies motivations de l'engagement des hommes et des femmes sur la scène politique congolaise. Pour cela, ce soir, nous recevons pour cette émission Monsieur Clément Mirassa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, monsieur Mirassa, les Congolais entendent parler souvent de vous, et pas tous les Congolais, il faut le dire ouvertement. Il y a une génération aujourd'hui qui ne vous connaît pas trop bien, sauf que cette génération, donc cette jeunesse, vous suit souvent à la télévision, mais ne connaissant pas trop bien qui est monsieur Clément Mirassa. Et l'émission La politique en marche a essayé de chercher ici et là quelques informations vous concernant. Eh bien, vous êtes bien placé pour dire ou pour confirmer ou pour contredire ou pour accepter. Eh bien, dans notre démarche, nous avons découvert que monsieur Clément Mirassa, il est né en 1949, c'est bien ça? C'est bien ça. Eh bien, il est économiste et statisticien de profession. Monsieur Mirassa, de 1977 à 1984, il était directeur du Centre des statistiques et des études économiques. C'est bien ça, monsieur Mirassa? Oui. Alors, en 1991-1992, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Monsieur Mirassa, le 11 mai 1992, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'août 1992. Il obtient moins ou peu de suffrages avec un score de 0,67%. Monsieur Mirassa, toujours en 1992, encore ministre du Développement industriel et de la pêche et de l'artisanat dans le gouvernement de monsieur Dacosta. Et enfin, en 2008, monsieur Mirassa démissionne de la présidence de l'ARD, il va lui dire exactement c'est quoi, et critique le discours sur l'état de la nation du président Denis Sassou Nguesso à l'occasion de la fête nationale. Alors, monsieur Mirassa, voyez-vous un peu les petites démarches que nous avons essayé d'entreprendre sur votre personne. Comme je l'ai dit au départ, c'est que les Congolais connaissent peu certains de leurs dirigeants politiques. Alors, monsieur Mirassa, pour vous, alors, au premier abord, on veut savoir qu'est-ce que la politique pour vous? La politique, on le dit généralement, c'est la gestion de la cité. Mais moi, je suis venu en politique parce que je pense qu'il faut apporter sa contribution dans un pays comme le nôtre, qui a été considéré pendant longtemps comme un pays sous-développé, qui aujourd'hui est un pays classé comme pays à revenus intermédiaires, mais qui est extrêmement riche, alors que les Congolais croupissent dans une misère indescriptible. Je pense que la contribution de tout un citoyen, c'est d'apporter sa contribution pour la gestion des affaires de la cité, à savoir l'amélioration des conditions de vie. D'accord, monsieur Mirassa, mais pourquoi pensiez-vous que la meilleure manière de servir le Congo, c'était de faire de la politique, alors que vous êtes un économiste de formation, et voire même de profession, vous êtes en même temps statisticien. Est-ce qu'il n'y avait-il pas possibilité pour vous de vous engager dans un autre domaine au lieu que ce soit forcément de la politique? Et pourtant, en tant qu'économiste, on peut aussi apporter un plus pour le développement d'un pays. Non, je crois que vous n'avez pas décrit tout ce que j'ai été. J'ai été, vous avez dit, directeur général du Centre national de la statistique et des études économiques. Oui. J'ai été directeur général du Centre national de gestion. J'ai été directeur général de l'économie. Et j'ai été ministre du commerce, ministre de l'industrie. Donc, en dehors des postes ministériels, au plan technique, j'ai quand même occupé 3 grandes directions générales de ce pays et j'ai terminé ma carrière administrative en étant conseiller chargé des affaires internationales au ministère de l'économie et des finances, où je peux rappeler que nous avons travaillé pour atteindre le point de décision de l'initiative Pays pauvres très endettés du Fonds monétaire international en 2007.
J'ai quitté le ministère en 2009 et nous avons atteint le point d'achèvement en 2010. Et de ce point de vue, surtout avec le ministre Andeli, nous avons beaucoup travaillé sur des dossiers techniques comme le programme pour les réformes économiques, comme le crédit de relance économique avec la Banque mondiale. Donc chaque fois qu'on a pu apporter notre contribution au plan technique, on l'a apporté. Alors, Monsieur Mirassa, vous dites que finalement, d'après votre définition sur la politique, vous dites que c'est la gestion de la cité. Est-ce que avez-vous un parti politique? Parce que est-ce qu'un individu, c'est des cas rares en Afrique centrale, surtout l'Afrique francophone, quelqu'un peut sortir du néant sans pour autant appartenir à un parti politique, devenir automatiquement dirigeant ou chef d'État? C'est pas évident. Est-ce que avez-vous un parti politique? Mais je dois vous dire qu'il y a une partie de ma vie politique que vous ne connaissez pas. J'ai été membre du comité central du Parti congolais du travail. J'ai été secrétaire du comité central chargé des activités économiques du parti et de la gestion. Ça, c'est le PCT. Ça, c'est le PCT. C'est pour vous dire que... Mais après ça, en 90, nous avons été avec Auguste Célestin Gogarakwa, avec un certain nombre d'autres camarades. Nous avions été à la base de la création du Parti social-démocrate congolais, pour lequel je suis à la tête jusqu'à aujourd'hui. Ah d'accord, donc ça veut dire que vous avez un parti politique. Oui, bien sûr. Qui existe aujourd'hui. Qui existe, oui. D'accord, mais sauf que vous dites que c'est le parti, c'est le Parti social-démocrate congolais. D'accord, mais Monsieur Mirassa, j'ai une liste sous mes yeux, puisque nous parlons des partis politiques. J'ai une liste sous mes yeux des partis politiques qui sont reconnus dans notre pays, dont le nom de ce parti-là n'y figure pas. Alors, quelles sont les raisons qui font que justement sur cette liste, ce nom de ce parti ne puisse pas y figurer? Bon, avant de venir aux explications, je vais d'abord dire que c'est vrai que le ministre de l'Intérieur a reçu les partis politiques le 11 juin. Il a annoncé, selon lui, qu'il y avait des partis qui étaient conformes à la loi sur les partis, que d'autres n'en étaient pas, et qu'il fallait que ceux qui n'étaient pas conformes puissent prendre des dispositions pour se rendre conformes, au risque d'être dissous, et peut-être même suspendus. Et dans ce cadre, le 12 juin, je crois, il y a eu une liste de 55 partis qui a été publiée par le préfet directeur général de l'administration du territoire. Nous, on a fait une réflexion. Ça nous a donné l'occasion de faire une réflexion et de faire une analyse de la situation des partis politiques. Du moins, le jour de l'annonce de cette information, nous avons informé et nous avons donné l'information au ministre de l'Intérieur que pour nous, la loi n'était pas rétroactive, que la loi ne disposait que pour l'avenir et que elle n'avait pas un caractère rétroactif. Malgré ça, nous avons fait la réflexion. Et je pourrais, si vous le désirez, vous parler un peu plus longuement de la réflexion que nous avons faite. D'accord. Vous savez, monsieur, c'est tout à fait normal. Si vous avez quelque chose de beaucoup plus précis par rapport à cet argument sur la non-existence du nom de votre parti politique sur la liste des partis politiques reconnus dans notre pays, parce que vous avez parlé de la réflexion. Est-ce qu'on peut savoir un peu en bref, il s'agit de quelle réflexion et pour que cette réflexion aboutisse à quoi? Nous avons fait une réflexion que nous avons intitulée « Analyse de la situation des partis politiques suite à la décision annoncée de la conformité ou non de ceux-ci à la loi ». Et nous avons constaté un certain nombre de choses, parce que immédiatement après la publication de la liste des 55 partis soi-disant conformes, des réactions ont été enregistrées ici et là. Les questions nous ont été posées. Nous, on a répondu en disant « Mon parti existe pratiquement depuis 90-91 et qu'il n'y avait pas de raison. Comme vous avez su le dire au début, j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 92, j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2009, j'ai été candidat à plusieurs élections législatives et même au niveau des régionales à l'époque, départementales aujourd'hui. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi, sauf à rechercher des poux dans la tête des gens pour qu'on y arrive. Et lorsque nous avons mené la réflexion, puisque vous voulez que je vous en parle, et que c'était un peu le sens de notre réaction devant le ministre de l'Intérieur, premièrement, nous avons constaté
quelque chose d'extrêmement grave. On a annoncé 55 partis conformes à la loi. En réalité, il n'y avait pas 55 partis conformes à la loi. La loi, elle est claire, elle est sous mes yeux. Et la conformité, au-delà de l'argument que nous parlons de la rétroactivité, de la non-rétroactivité, quand vous prenez cette loi, vous prenez 3 articles. Il y en a certainement d'autres qui sont intéressants. Vous prenez 3 articles. Vous avez l'article 11. L'article 11 dit quoi? L'article 11 dit que les partis politiques, outre le siège national, doivent avoir des membres et des sièges permanents dans tous les départements. Ensuite, vous prenez l'article 26. L'article 26 dit exactement quoi? Les partis politiques ont le devoir de se conformer à la Constitution, et notamment aux lois et règlements en vigueur se rapportant aux libertés publiques, à savoir la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique. Et enfin, vous avez l'article 31 qui dit « En cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture provisoire de ses locaux. » Donc voilà les 3 articles qui me permettent de dire que lorsque nous avons fait l'analyse, nous avons malheureusement constaté que la démarche du ministère de l'Intérieur n'était pas une démarche impartiale. C'est comme si le gouvernement voulait se constituer un socle de partis qui lui étaient proches et régler des problèmes à un certain nombre de partis ou de leaders ou d'hommes politiques pour lesquels, à mon avis, on n'était certainement pas en harmonie. Et ça, nous avons considéré cela pour de l'intolérance politique. Et nous avons jugé, parce que d'après l'énoncé du ministre, le travail était l'aboutissement des rapports qui venaient des préfets, nous avons considéré que si c'était le cas, alors il y a la non-neutralité de l'administration. Et il y a le fait que l'administration était partiale, ce qui a une implication directe sur les aspects de gouvernance électorale. Donc, pour vous parler toujours de l'analyse que nous avons faite, quand nous avons fait l'analyse, nous avons même été un peu plus loin, en menant une enquête sur le terrain, c'est-à-dire en nous adressant aux militants et aux sympathisants qui sont à l'intérieur du pays, pour nous rendre compte qu'il était faux de dire que le 12 juin 2018, il y avait 55 partis qui étaient conformes à la loi. Là, je crois que rien que l'article 11. Et dans le tableau que nous avons dressé, que vous trouverez dans notre document, je peux dire que en dehors du Parti congolais du travail, et certainement à cause des omissions d'un certain nombre d'autres partis, près d'une quarantaine de partis n'étaient pas conformes à cette disposition. D'accord. Mais non, le fait que cette partie ne soit pas conforme, est-ce que votre réflexion, est-ce que vous pensez que cette réflexion, elle peut avoir de l'impact lorsque vous êtes considérés comme des partis, des sans-papiers, si on peut le dire ainsi, des partis qui ne sont pas reconnus officiellement par l'État? Alors, votre réflexion, c'est pour que ça aboutisse à quoi finalement? Mais notre réflexion, c'est pour faire savoir à l'administration que l'administration doit être neutre et impartiale. Elle ne peut pas déclarer conforme des partis qui ne le sont pas. Si, comme nous l'avons prouvé, c'est vrai, l'administration, le ministère, le gouvernement doit se remettre en cause. Parce qu'il n'y a aucune raison. Et quand vous prenez notre constitution, que j'ai sous mes yeux, quand vous prenez notre constitution, et c'est ça qui est grave, parce que nous considérons cela pour une violation de la constitution par le gouvernement, notamment une violation de l'article 15 de la constitution, enfin de la Nouvelle République, je me réfère à celle-là. Cet article dit quoi? Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et ou autres. Donc nous, en se basant sur ça, nous disons que la démarche du gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur du 11 juin est une démarche qui viole la Constitution.
Parce que certains partis, dont les nôtres, qui existaient déjà, ont été désavantagés en raison de nos convictions politiques. À partir de ce moment, l'administration n'est plus neutre. Et il s'agit du ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et quand on fait ce constat est beaucoup plus profond et il faut l'analyser. Et je continue. Quand vous prenez l'article que je vous ai cité, l'article 26, qui dit que tout parti a le devoir de se conformer à la Constitution, la situation devient plus grave. Elle devient plus grave pourquoi? Parce que depuis l'adoption de la Constitution du 20 janvier 2002, aucun citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique n'a déclaré son patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les acteurs politiques, tous les dirigeants, tous les responsables des institutions sont aujourd'hui dans une situation difficile de violation de la Constitution. Et ça rattrape le ministre de l'Intérieur. Parce que le raisonnement du ministre de l'Intérieur, en fait, ce jour-là, c'était de dire nous sommes en train de prendre les dispositions pour la tenue du Conseil national du dialogue, mais nous pourrons prendre part à ce Conseil national du dialogue que des partis qui sont conformes à la loi. Et quand je vous lis l'article 26 que je viens de lire, quel est le parti au Congo qui est conforme à la loi et qui n'est pas conforme à la loi? Et avant de terminer sur ce volet, avant d'attaquer l'article 31, je dirais, vous savez bien qu'aucun parti de la majorité présidentielle n'a pris des dispositions pour que tous les citoyens appartenant à leur parti qui ont été élus ou nommés à des hautes fonctions déclarent leur patrimoine. Ça dure depuis 2002. Ça dure depuis 2002. Donc nous sommes, en tant qu'acteurs politiques, en train de violer et on prétend appliquer la loi aux autres sans que soi-même. Et je peux dire au ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur appartient à un parti qui n'est pas en conformité avec la loi. Oui, mais M. Mirassa, c'est vrai que ça c'est des choses à vérifier effectivement, mais vous parlez de la Constitution. Et cette même Constitution, je crois que c'est la Constitution de 2000, celle que vous avez avec vous, c'est 2015 ou 2016? Non, je me base pour qu'on n'ait pas de différends. Vous connaissez, vous connaissez ma position sur la Constitution, mais pour le débat sur le sujet, les documents que j'ai... Non, malheureusement, parce que vous vous appuyez sur la Constitution, vous, en tant que les partis de l'opposition, d'après ma lecture, et cette opposition qui n'est pas une opposition régulière, dans le sens que, selon la loi que j'ai sous mes yeux, la loi 28/2017 de 7 juillet 2017, qui parle justement de l'opposition politique congolaise, dont le chef de l'opposition, c'est M. Pascal Tchatsima-Biela. Et la question que je voulais vous poser, est vous, en tant que parti politique non reconnu, est-ce que vous ne pouvez pas, pour faire entendre vos voix, essayer de vous voir avec l'autre parti de l'opposition, qui est reconnu officiellement, pour essayer de faire quelque chose d'ensemble afin, parce que de toutes les façons, dans tout ça, c'est le Congo qui devrait gagner. Je suis en train de vous dire que, y compris les partis jugés conformes par le ministre de l'Intérieur, ne le sont en réalité pas. Je vous prends la dernière disposition que j'ai évoquée. Je prends l'article 30. C'est pas moi qui ai fait la loi. C'est pas moi. Et puis la loi, elle est de 2017. Vous voyez bien que même quand vous parlez de la loi sur le chef de file de l'opposition, j'aime pas beaucoup ce débat. Mais je vais vous donner mon avis. Il est curieux que l'on ait adopté en octobre 2015 une constitution qui parle du statut de l'opposition, et qu'en 2017, on ait pris le texte d'application. Il est curieux que depuis 2002, on n'a pas pris un texte relatif à la déclaration du patrimoine qui ferait que tout le monde respecte la Constitution. Parce que quand vous dites ils sont conformes par rapport à quoi? Par rapport à la loi que vous évoquez, la loi 20-2017, je peux vous dire que tous les partis de la majorité ont même pris les dispositions pour faire que leurs élus ou leurs citoyens qui ont été nommés à des hautes fonctions soient déclarés leur patrimoine. Ce n'est pas une violation de la loi. D'accord. La
Fédération de l'opposition congolaise et le collectif des partis de l'opposition congolaise, retrouvez parmi vous justement ceux qui ont occupé de hautes fonctions dans ce pays, qui sont aujourd'hui avec vous à l'opposition. Est-ce que ces gens-là qui ont occupé de hautes fonctions, pendant que ces gens-là étaient en fonction, pourquoi ces gens-là n'avaient-ils pas justement cherché à faire respecter cette loi? Est-ce que parce que ça ne les arrangeait pas, ou bien qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne peux pas répondre en ce qui les concerne. Mais en ce qui me concerne, quand vous lisez l'intégralité de ma déclaration, de l'analyse que nous avons faite, nous avons en conclusion, nous disons ceci, que nous recommandons l'examen et l'adoption par le Parlement du texte d'application de la loi fondamentale devant permettre la déclaration de leur patrimoine par tous les citoyens élus ou nommés à des hautes fonctions. Maintenant, vous voulez vous appesantir sur ce problème. Il est intéressant que les Congolais comprennent. Le défunt président Milongo, quand il était à l'Assemblée, après 2002, avait introduit à l'Assemblée un projet de loi qui devait permettre justement à tout citoyen élu ou nommé à une fonction de déclarer son patrimoine. Cela n'a jamais été fait. Quand vous allez lire mon analyse, le ministre Ncha Ebia a publié un livre dans lequel il déclare en tant que ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État qu'il a travaillé pour introduire un projet de texte. Et il dit, lui, Ncha Ebia, que les éléphants du gouvernement n'ont pas permis que ce texte franchisse l'étape de l'interministériel. La dernière session, quand vous lisez les interviews du député Elvis Okombi-Salissa, il déclare qu'il a déposé, lui, un projet de loi et qu'il s'interrogeait pourquoi la majorité ne veut pas l'amener sur la table des débats. Donc, ce n'est pas les initiatives qui ont manqué. Maintenant, pourquoi ça n'a pas effectivement été fait? Mais il y a un manque de volonté politique. Est-ce que le fameux projet de loi de l'honorable Elvis Okombi-Salissa, c'est toujours dans le même cadre de la déclaration? Dans le même cadre du patrimoine. Puisque j'ai repris les références dans le document ici, nous avons repris les références. Il avait accordé une interview dans un journal, Le Patriote, et il s'interrogeait pourquoi la majorité n'a pas mis ce projet sur la table. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème de manque de volonté politique qui ne concerne pas individuellement nos camarades qui étaient hier au gouvernement ou à d'autres responsabilités, qui sont présentement à l'opposition. Et vous savez bien, quand vous lisez l'analyse, quand vous parlez de siège par exemple, il s'agit en fait de quoi? Il s'agit de l'argent. Mais il s'agit de l'argent dans quel environnement? Dans un environnement où tout le monde reconnaît aujourd'hui que le pays est gangréné par la corruption. Le pays est gangréné par les détournements de fonds publics, par la fraude, par le népotisme. Et monsieur le journaliste, je ne vais pas vous apprendre. Nous sommes quand même dans une situation... Dans le document, je cite cet exemple. La DGC a dit quoi s'agissant du fonds de soutien à l'agriculture? La DGC a sorti un communiqué au mois de mars pour dire qu'ils étaient en train de travailler et qu'ils donnaient le délai jusqu'au 30 avril. Passer ce délai, ceux qui ne seraient pas conformes seraient présentés devant le parquet. Vous avez entendu que des gens ont été présentés au parquet? Il n'y en a pas. On vient comme ça, une institution, la Commission nationale de lutte contre la corruption, vient comme ça de mettre en cause le ministre Jean-Marc Tissé-Chikaya dans des affaires que nous considérons graves, de détournement, soi-disant de fonds publics, etc. La déclaration a été faite à la presse. La suite, c'est quoi? Et quand vous allez parler de sièges d'argent, donc on est dans un environnement, si l'impunité, on ne met pas fin à l'impunité, on est dans un contexte de 2 poids 2 mesures. Il y en a qui peuvent voler, il y en a qui peuvent être corrompus, il y en a qui peuvent profiter des détournements des deniers publics, sans que cela n'entraîne des sanctions. Et quand vous lisez les réseaux sociaux comme nous autres qui y sommes accrochés, vous avez des informations parfois graves sur la détention par des Congolais, des fortunes qui sont parfois évaluées à plus de 1000 milliards de francs CFA. Donc vous vous rendez compte, donc c'est un problème, à mon avis, qui est un problème de volonté politique et il faut se tourner vers ceux qui aujourd'hui ont la majorité au Parlement, ont la majorité au Sénat, sont dans les institutions pour se poser la question et essayer de comprendre, monsieur le journaliste. Cette constitution, vous connaissez mon point de vue dessus, mais je sais pas là-dessus que je viens. Elle a été adoptée en octobre 2015. On a déjà pris un texte d'application sur le statut de l'opposition en 2017. Comment vous expliquez que depuis 2002, on n'arrive pas à prendre un texte
pour amener tous les citoyens élus ou nommés à des hautes fonctions à faire les déclarations du patrimoine. Il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et ça crée malaise dans la société. Vous, aujourd'hui, en tant que politique et en tant que les partis non reconnus par l'État, et qu'est-ce que vous allez devoir faire finalement? Parce que la loi, justement, cette loi 28 par 2017 du 7 juillet 2017, si je ne me trompe pas, vous ne faites pas partie justement de la liste de ces partis qui ont été retenus. Mais vous, en tant que politique, comment allez-vous justement fonctionner? Puisque vous êtes hors la loi, si on peut le dire. Non, c'est justement un abus, excusez-moi, monsieur le journaliste. C'est un abus de langage de dire que nous sommes hors la loi. La loi 20-2017 sur les partis politiques, elle est claire. Nous n'avons été ni suspendus, ni dissous. Et ce n'est pas un texte non référencé du préfet directeur général de l'administration du territoire qui peut nous mettre dans une situation de non-conformité. Il y a des dispositions qui sont prises là-dedans. Et ces dispositions, si elles devaient être prises, elles devraient respecter un certain nombre de critères. C'est pour ça que nous, dans notre approche, quand nous avons fait l'analyse, que le ministre de l'Intérieur commence par suspendre tous les partis qui ont violé la Constitution. Et il en existe. L'article 31 est clair là-dessus. L'article 31 est clair. L'article 26 que j'ai cité est également clair. L'article 26 est également clair. Les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Mais ça ce n'est pas sur la base des rapports des préfets. C'est sur la base des constats bien clairs. Et ces constats nous amènent à dire. Et je plains le sort du secrétaire permanent du Conseil national de dialogue. Encore que je suppose que lui-même, il va pouvoir déclarer son patrimoine. Sinon, ce serait difficile qu'il ne soit pas en conformité avec la loi et qu'il cherche à réconcilier les Congolais. De mon point de vue, ça serait extrêmement difficile. Oui, mais la déclaration du patrimoine, même si c'est conformément à la Constitution, il devrait avoir un texte comme genre loi organique. Et en fonction de ça, savoir comment, à quel moment et à quel niveau, qui doit le faire, ainsi de suite. Je vous ai dit que le défunt président Milongo avait déjà fait cette proposition. Je vous ai dit également qu'en juillet 2004, Ncha Ebia a transmis un projet de texte au secrétariat général du gouvernement. Et je venais de vous dire que le député Digne Elvis Okombi Salissa venait d'introduire un autre texte. Posez-vous la question, pourquoi ces textes n'aboutissent pas à la sortie d'un texte? Vous trouvez normal que le ministre Ncha Ebia ait introduit en juillet 2004 un projet de loi relatif à cette question? Si je retrouve le passage dans mon document, je vais vous dire ce qui est exactement écrit, et que depuis 2004 jusqu'à ce jour, ce texte ne soit pas pris. Je vais vous lire le passage du Gabriel Ncha Ebia, puisque je l'ai retrouvé dans son livre 800 jours au ministère de la fonction publique, à la page 93. Il dit ceci: en application des dispositions de l'article 48 de la Constitution, j'ai initié un avant-projet de la loi obligeant tous les citoyens élus ou nommés à des hautes fonctions à déclarer leur patrimoine à leur prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Ce texte, pourtant attendu par la communauté financière internationale, était d'une grande importance puisqu'il s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre la corruption. Écoutez bien. Mais les éléphants du gouvernement, tournant le dos au principe de transparence et de bonne gouvernance, l'ont torpillé à telle enseigne qu'il n'a pas dépassé le cap de l'interministériel. Mais à cette époque-là, lui, il était membre du gouvernement, ça veut dire qu'il faisait partie des éléphants. Non, lui, il a introduit le texte. Oui, mais il faisait partie des éléphants. Je ne sais pas, non, lui, il qualifie les autres, puisque c'est lui qui avait introduit le texte. Maintenant, quand je vois, je fais le lien avec ce qu'a dit le député Digne Elvis Okombi Salissa, dans l'interview qu'il a accordée au journal Le Patriote, numéro 488 du 16 juillet 2018, il dit ceci: depuis 6 mois que nous avons déposé au Parlement un projet de loi sur la déclaration des biens des hauts cadres,
la majorité ne le met pas sur la table. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que avant ce projet de loi, il y avait déjà d'autres lois dont le Parlement avait le devoir de travailler dessus? Là, même si cette année le Parlement est pratiquement en congé ou en vacances, mais en octobre le Parlement va quand même, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop sceptique à l'endroit justement du gouvernement. Messieurs les journalistes, le pays traverse une grave crise multidimensionnelle. Nous avons approché le Fonds monétaire et tout le monde attend les résultats du Fonds monétaire. Mais le communiqué de presse publié par l'équipe du Fonds monétaire en décembre 2017, il disait quoi? Qu'il fallait que le Congo amorce des réformes fortes, immédiates et audacieuses, parmi lesquelles la déclaration du patrimoine. Vous pensez qu'au vu des souffrances des Congolais, il est normal que, ne serait-ce que sur cette réforme, que depuis décembre jusqu'à maintenant, l'Assemblée et le Sénat qui viennent de se séparer ne soient pas capables de déclarer. Et vous ne vous imaginez pas quelle est l'importance de ce texte dans la lutte contre la corruption. Est-ce que, M. Mirassa, pensez-vous que les exigences faites ou dites par le FMI, pensez-vous qu'il n'y a pas la volonté au Congo aujourd'hui de vouloir aller progressivement pour faire face à ces exigences? Déjà aujourd'hui on parle des réformes, parce qu'il y a déjà la réforme au niveau de la SNE, les réformes au niveau de la SN2. Ça continue. Est-ce que pensez-vous que ça devait se faire de manière magique? Messieurs les journalistes, la réforme, ce que je dis sur la déclaration du patrimoine... Pourquoi vous insistez que sur la déclaration du patrimoine, monsieur Mirassa? Non, j'insistais parce que c'est l'un des points oui, qui permet de montrer qu'aujourd'hui, la plupart des partis ne sont pas en conformité avec la loi. Ils ne sont pas en conformité avec la Constitution. Ils ne sont pas en conformité avec la loi. Donc, si on veut bien appliquer la loi sur les partis, c'est l'un des aspects pour lesquels il faut être sans complaisance et il faut que ceux qui ne respectent pas la loi soient également épinglés et qu'on ne choisisse pas un certain nombre de têtes qu'on veut, je pourrais dire, sacrifier. Maintenant, quand vous dites les exigences du Fonds monétaire, non, je suis touché que la loi sur l'aspect sur la déclaration du patrimoine soit mise au compte du Fonds monétaire. C'est constitutionnel. J'ai derrière moi la Constitution. Non, on parle des réformes. Oui, je dis, mais parmi les réformes, il y a celle-là. Oui. Mais je suis préoccupé que ce qui est prévu par notre Constitution puisse apparaître comme une réforme du Fonds monétaire, parce que c'est appliquant comme la Constitution. Si nous sommes des démocrates et des républicains, si nous sommes respectueux de nos propres lois et règlements, on devrait l'appliquer sans aucune interférence étrangère. Oui, M. Mirassa, votre parti, comme vous le disiez tantôt, c'est un parti qui prône la social-démocratie, si je comprends bien. Mais ce qui semble être paradoxal, c'est que la social-démocratie, le PCT aussi, c'est un parti qui prend la social-démocratie comme doctrine. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez à l'opposition? Normalement, vous avez la même idéologie, la même doctrine, vous serez du même bord politique. J'aurais pu dire, j'aurais pu faire le Saint-Thomas, mais je prends un parti qui a rejoint le PCT sur cette base, puisque vous suivez bien l'actualité congolaise. Le RDD a rejoint le PCT sur la base justement de l'appartenance à la famille des sociodémocrates. Oui. Où en sont les rapports aujourd'hui entre le PCT et le RDD? J'ai suivi les dernières élections et les déclarations faites par le vice-président Jacques Opango, je crois, Jean-Jacques Opango, à Ouando, etc. Quand je lis les déclarations, ce n'est plus beau fixe. Non, on est à l'opposition parce que nous ne sommes pas en harmonie avec un certain nombre de choses. Et nous le faisons apparaître dans nos déclarations. Vous avez vu nos déclarations. Je vous prends un exemple. En 2012, un certain nombre d'acteurs politiques, parmi lesquels Mathias Njon, Christophe Moukoué, nous avons signé une lettre ouverte que nous avons adressée au président de la République pour demander la tenue des États généraux. À l'époque, on nous disait quoi? Les États généraux de quoi? De la nation. À l'époque, les partis de la majorité nous disaient quoi? Le pays n'est pas en crise. Nous n'avons pas. Mais aujourd'hui, on constate bien que le pays est en crise. Et quand nous demandons le dialogue national inclusif, il faut bien qu'on y aille. Est-ce que pensez-vous que quand vous parlez de la crise, est-ce qu'aujourd'hui la crise ne frappe que le Congo? Il y a beaucoup de pays en Afrique, je préfère ne pas citer les noms, il y a certains pays où même les élections n'ont pas pu avoir lieu, que le président a dit non, on ne peut pas faire les élections parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des pays où les fonctionnaires ont plus de 10 à 11 mois sans salaire, mais au Congo quand même, il y a eu élection, il y a eu les élections tout récemment, législatives et les élections locales et municipales. Et aujourd'hui, les fonctionnaires continuent à toucher leur salaire. Quand même, il faut quand
même au moins reconnaître le bienfait des autres, monsieur Mirassa. Parce qu'on a l'impression que vous, l'opposition, bon, moi je suis journaliste, je n'ai rien à voir avec les opposants ou ceux qui sont au pouvoir, mais vous, en tant qu'opposant, vous avez parlé tout à l'heure du dialogue. Vous voulez parler du dialogue. Il s'agit de quel dialogue? Parce que dans tout ça, c'est le Congolais qui perd. Il y a eu déjà plus de 5 ou 4 dialogues, si j'ai une bonne mémoire. Il y a eu Aweso, il y a eu Evo, il y a eu Dolizy, il y a eu Sibiti. Alors, vous voulez parler de quel dialogue encore aujourd'hui? Monsieur le journaliste, vous abordez beaucoup de problèmes. Vous abordez beaucoup de problèmes et je vais essayer de vous apporter une réponse. Quand vous parlez des dialogues, de Wesso, etc., nous avons toujours condamné cette façon de faire. Et vous savez bien que ceux qui ont été à tous ces dialogues, qui semble-t-il avaient pour objet de régler la question électorale, vous savez bien que la question électorale n'a pas été réglée, puisqu'aujourd'hui nous avons des frères qui sont en prison parce qu'ils ont contesté en partie les élections. Selon moi, bien sûr, vous pouvez avoir une autre appréciation. Maintenant, vous dites que la crise ne frappe pas que le Congo. C'est le journaliste. Le Bénin a un taux de croissance de 6%. La Côte d'Ivoire a un taux de croissance de près de 8%. Si nous prenons notre sous-région, la CEMAC, le Cameroun a un taux de croissance de près de 4%. Et quand vous prenez la CEMAC, le Gabon et la CEMAC et le Cameroun sont déjà en programme avec le Fonds monétaire depuis plus d'1 an. Pourquoi le Congo ne signe pas ce programme? Et vous savez bien que ce programme a été décidé en décembre 2016 à la suite d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, auquel sommet la directrice générale du Fonds monétaire et le ministre français de l'économie et des finances étaient présents. Maintenant, quand vous revenez, vous dites, on paye les salaires. On paye quel salaire? Vous me parlez, moi je suis retraité. Ça fait 16 mois d'arriéré de pension. Et je peux vous dire, de 2002 à 2014, chiffre à vérifier, le Congo a engrangé près de 30 000 milliards de francs CFA. Il y a eu près de 14 000 milliards d'excédents. Et il a été déclaré que ces excédents devaient être déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Et un audit devait être réalisé chaque année et rendu public. Où est l'audit? Ça n'a jamais été fait. Où est passé cet argent? Comment expliquer que le Congo ait pu atteindre un taux d'endettement de 120, de 117, 120%, alors que la norme communautaire au niveau de la CEMAC est de 70%? Et vous dites que l'opposition attaque comme ça? Non. J'ai dit qu'il y a eu, mais puisque le Fonds monétaire l'a reconnu, nous avons des problèmes de gouvernance. Nous avons caché nos comptes au Fonds monétaire international. Nous avons caché notre dette. Si nous étions si transparents que ça, pourquoi ces aspects seraient apparus? Ce n'est pas l'opposition qui a fabriqué ces choses-là. Aujourd'hui, le taux de croissance du Congo, j'espère qu'en 2018, il va devenir positif, mais nous sommes dans une situation de récession, et nous avons été en 2017 dans une situation de récession économique. Et nous voulons atteindre l'émergence en 2025. J'espère qu'on n'en parle plus. Parce que pour que nous atteignions l'émergence en 2025, il faut que nous ayons un taux de croissance de près de 7 à 8%. Et même quand il y a eu la croissance, nous relevions que c'était une croissance creuse. Un, qui n'améliorait pas les conditions de vie des Congolais. Et puis deux, qui ne créait pas d'emploi. Aujourd'hui, regardez la situation des jeunes. Regardez ces entreprises. Non, donc je crois que, monsieur le journaliste, quand on est dans la situation comme celle du Congo, il faut faire le diagnostic sans complaisance. Alors, et s'il y a des responsabilités à établir, oui, il faut que ces responsabilités soient établies. Parce qu'il y a véritablement le seul mal de la crise du Congo, ce n'est pas seulement la baisse du baril du pétrole. Nous le savons très bien. La corruption, les détournements de fonds, etc. Tous les Congolais reconnaissent ça. Monsieur Mirassa, vous savez, quand vous parlez des audits, vous savez que s'il y a lieu que les Congolais, de manière générale, vous prennent, donc tous les politiques congolais, comme ça s'est passé, je crois en quelle année, où tous les politiques congolais se sont retrouvés dans une salle, qu'on vous demande de faire la comptabilité ou qu'on puisse vous auditer, est-ce que vous pensez que vous serez à l'abri? Nous sommes dans un État. L'État ne fonctionne pas à la tête de Mirassa. Si Mirassa a été ministre et qu'il a des casseroles, mettez-le en prison.
Mais écoutez, sinon on gère quoi? Sinon on gère excusez-moi, sinon on gère une république bananière. On n'est pas là pour dire Mirassa a commis des actes, essayons de... Mais regardez le chaos dans lequel nous sommes plongés. Parce que dans vos déclarations, vous ne parlez jamais de nous, vous parlez de eux, ou bien vous, donc ceux du côté du pouvoir. Dans notre déclaration, c'est-à-dire... Dans vos déclarations, quand vous voulez indexer le gouvernement ou le pouvoir, vous ne parlez jamais... Quand nous disons, vous lirez mon document, quand nous disons que ceux qui ont des problèmes avec la justice, qu'ils soient traduits en justice. Ceux qui n'ont rien à voir, parce qu'il y a également de la, je dirais des informations, de l'intoxication qui est faite. Mais la justice prend votre dossier et avance. Aujourd'hui, quand par exemple l'Amir Nguele, le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, il vient, il sort le nom du ministre des hydrocarbures. Le Congolais, il pense quoi? Le gouvernement, il dit quoi? Vous prenez la parole. C'est pas l'opposition qui a dit, c'est le président de la commission qui dit que le ministre des hydrocarbures aurait. Moi, je dis aurait parce que j'ai vu les lettres de réplique de Jean-Marc, etc. Mais c'est quand même. Et après, les Congolais se disent, mais est-ce que Jean-Marc Tisser-Chikaya est le seul dans cette situation? Pourquoi on ne parlerait que des fonds alloués? Encore que s'il y a des tournements, il faut regarder. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Avant. Donc quand nous parlons de la traduction en justice, nous ne disons pas nous qui en parlons. Mais si la justice se met en branle, c'est un rouleau compresseur. C'est pour l'intérêt du Congo. Ce n'est pas pour l'intérêt de Mirassa, ce n'est pas pour l'intérêt de X ou de Y. Si nous ne réglons pas ces problèmes, prenez tous les discours du président de la commission de lutte contre la corruption. Les hommes, ils disent quoi? La corruption est le cancer de l'économie. Nous ne nous développerons pas si nous ne nous attaquons pas à ce mal. Et le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde. Ce n'est pas Mirassa qui l'a fait, les documents sont faits ailleurs. Maintenant, si nous ne prenons pas conscience de ça, si nous ne nous attaquons pas, regardez, monsieur le journaliste, dans ce monde qui est devenu un village planétaire, regardez ce qui s'est fait en Arabie Saoudite avec le prince héritier. Quand il a enfermé un certain nombre de dignitaires jugés suspects qui occupaient des positions fortes même au sein du système, il a réussi quoi? Il a réussi à faire entrer au pays 107 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 56 000 milliards de francs CFA. C'est pas une avancée. Prenez ce qui se passe au Nigeria. Prenez ce qui se passe en Angola. On ne gagnerait pas. Ce n'est pas toute la communauté qui gagnerait. Parce que pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément et qui connaissent beaucoup de problèmes. La souffrance, les étudiants. Vous pensez, monsieur le journaliste, qu'on est fier aujourd'hui que les étudiants n'aient touché aucun mois de leur bourse de l'année 2016 et 2017? Et on n'a pas encore les résultats des bourses de l'année 2017 et 2018. Mais dans d'autres pays, c'est la rentrée 2018 et 2019 qui s'amorce. Donc, à mon avis, ce sont des problèmes qu'il faut traiter avec sérieux, sans complaisance. Et je vous rappelle que le discours du président Sassou, où il épinglait ces problèmes, le discours le plus fort que j'ai retenu dans la démarche du président Sassou qui épinglait ces problèmes, c'est le 14 août 2009. Et il a bien dit lui-même que le Congo n'est pas exempt de corruption, de concussion, de détournement des biens publics et des deniers publics. Et il a bien précisé. Là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Quand c'est dit au sommet de l'État, ça a toute sa signification. Mais le peuple attend. C'est au sommet de l'État. Ça se passe comment? Parce que finalement, c'est tout le monde qui est embarqué dans la misère maintenant. Alors, vous, votre dialogue, vous voulez parler concrètement de quoi? Nous avons un problème que nous connaissons depuis, qui pose problème. Nous avons un problème de gouvernance électorale. Et nous avons toujours réclamé, nous n'avons jamais été d'accord avec ce qui s'est passé à Brazzaville, à Evo, etc. Et nous savons, puisque quand j'ai suivi les discours de certains acteurs politiques, mais j'ai entendu dire que ce problème est toujours pendant, il n'est pas réglé. Aujourd'hui, nous avons une grave crise multidimensionnelle, dont les effets au plan financier, au plan économique et au plan social sont extrêmement importants. Comment faire, monsieur le journaliste, pour faire que le retraité puisse revenir à toucher sa pension à la fin de chaque mois? Comment faire que l'étudiant puisse toucher sa bourse lorsqu'il est en cours d'études? Vous savez bien que lorsque vous êtes étudiant, dans votre pays encore, peut-être que la famille est à côté, mais quand vous êtes à l'étranger, vous faites comment? Comment faire pour établir ces problèmes de dette?
Monsieur le journaliste, comment expliquer aux Congolais que nous ayons fait des budgets avec des excédents et que nous nous soyons endettés au point où notre taux d'endettement atteint pratiquement les 117-120% du PIB. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ces budgets ont été élaborés? Comment ils ont été exécutés? Il y a quand même un problème. Si nous ne nous asseyons pas, parce que moi je vous le dis pourquoi, parce que je sens que le gouvernement est bloqué. Le gouvernement est bloqué. Si je prends rien que le problème de la lutte contre la corruption, si je prends rien que le problème de détournement des deniers publics, je sens qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Je vous ai pris l'exemple du fonds de soutien à l'agriculture. J'ai vu dans le Troubadour un jour un gros titre qui disait que de 2008 à 2016, il y a 114 milliards qui ont été alloués à l'agriculture et on se posait la question pour quel est le résultat. Et j'ai lu après sur les réseaux sociaux que l'ancien ministre de l'Agriculture a été interpellé à la DGT. Mais ce sont ces problèmes qu'il faut résoudre. Parce que sinon, le Congolais, le bas peuple, sent qu'il y a une grave injustice. Regardez, monsieur le journaliste, vous avez suivi les informations. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Quand on a parlé de réduction des salaires, vous voyez. Mais si un jour, je ne souhaite pas, et j'espère qu'on n'arrivera pas là. Vous croyez qu'aujourd'hui, les Congolais qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts du mois, même quand ils touchent leur salaire comme les fonctionnaires, si demain d'aventure, dans le cas de nos relations avec le Fonds monétaire, on venait à vouloir réduire leur pouvoir d'achat. Vous voyez dans quelle situation ils se retrouveraient. Et moi je le dis, le malaise du Congo vient de ce que la base, le peuple congolais est convaincu qu'il y a bien eu des excédents. Cet argent est bien quelque part. Il faut mener des démarches pour qu'il rentre. D'accord, M. Mirassa, on va revenir sur le parti politique. Vous, votre parti, Parti social-démocrate congolais, ce parti est-il représentatif quand même? Avez-vous des élus? Avez-vous des choix? Nous n'avons pas participé. J'ai participé. Moi, j'ai pris l'engagement. Ce n'était pas le point de vue du parti. J'ai pris l'engagement de participer aux législatives en 2012. Mais les réclamations que nous faisons en termes de gouvernance électorale n'étant pas prises en compte, mais j'ai soutenu Jean-Marie Michel Moukoko. La conquête, vous ne participez pas aux élections? Mais nous ne participons pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. La plupart des partis de l'opposition. Est-ce qu'on peut votre parti vivre vraiment dans ce pays? Écoutez, vivre, c'est une autre question. Pourquoi? Parce que assez souvent, nous avons cherché à faire des rencontres citoyennes. Nous avons cherché à faire des marches pacifiques. Nous avons cherché à mener un certain nombre d'activités qui sont autorisées même par la Constitution d'octobre 2015. Généralement, ça nous a été interdit. La dernière marche que nous avons faite, c'est le 27 novembre 2011. Vous savez dans quelles conditions ça s'est terminé. Donc, c'est tous ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Et quand nous parlons de gouvernance, après le constat qui a été fait par le Fonds monétaire aussi, puisque le Fonds monétaire recommande l'audit sur la gouvernance, mais nous souhaitons que l'un des volets sur lesquels les choses doivent être réglées, c'est la gouvernance électorale. D'accord, la gouvernance électorale. Mais on a l'impression que toutes vos déclarations ou vos doléances se basent que sur les institutions. Et vous ne parlez pas vraiment du social de manière un peu beaucoup plus précise. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé à Chakona il y a cela quelques semaines. L'opposition n'a rien dit. Ce n'est pas pour vous une manière de vous cacher derrière certains arguments à la conquête justement des postes de responsabilité au sein de l'État. Nous, je prends notre dernière déclaration qui a été traduite par la Fédération de l'opposition congolaise et le collectif. Mais lisez le début. Nous prenons quand même le contre-pied de ce que le président dit. Nous reprochons justement au président de n'avoir dit aucun mot sur les morts de Chakona. Nous reprochons au président d'avoir déclaré que le Congo n'était pas en banqueroute, alors que les conditions... Est-ce que vous, en tant qu'opposition, vous avez pu quand même compatir avec les parents des victimes? Bien sûr, mais lorsque nous compatissons, nous évitons. Je vous prends un exemple simple. Quand nous avons commencé à compatir sérieusement avec les parents du défunt, de mon défunt petit frère Marcel Njoulou, vous avez vu que les interprétations que ça a commencé à donner. Aujourd'hui, nous avons fait quoi? Nous avons été très heureux
des initiatives qui ont été prises par la société civile. Parce que si c'est les partis politiques qui l'avaient fait, on allait dire ils ont tendance à politiser. Mais cette fois-ci, nous avons encouragé et nous avons été très heureux des démarches parce qu'il s'agissait, et il s'agit surtout quand il s'agit de Chakona, des problèmes de respect des droits de l'homme. Et nous avons une société civile qui, de ce point de vue très fort, a suivi le problème, a énoncé un certain nombre de choses, ce qui même a permis que l'on aille vers la reconnaissance par le gouvernement de ce qui s'était réellement passé. Parce que les premières déclarations officielles qui étaient faites avaient tendance à s'écarter vraiment de la réalité des choses. Et sur ça, quand nous avons fait la dernière déclaration, nous souhaitons que la lumière totale soit faite sur Chakona, que les sanctions soient prises. Et nous osons espérer. Je vous rappelle, monsieur le journal, nous avons déjà fait des... Vous savez, monsieur Kalakala a subi des drôles de torture. Le gouvernement avait annoncé la réalisation d'une enquête. Absolument rien n'a été fait. Donc où la justice doit fonctionner selon les besoins ou encore selon son programme de travail, je pense, non? La justice doit se prononcer chaque fois qu'il y a un fait de société qui mérite d'être évoqué au niveau de la justice. Parce que l'action de la justice, elle est permanente. Les faits de société touchent. Et là, je vais vous dire une chose. Lorsque Jean-Marie Michel Moukoko a connu ce qu'il a connu avec la cassette qui a été diffusée quelques jours après qu'il ait annoncé sa candidature, on s'est dit, voilà, la justice évolue. Elle commence à s'intéresser aux informations qui sont diffusées par les réseaux sociaux. Et c'est bien ce qui a été dit. Mais depuis, sur les Panama Papers, sur un certain nombre de choses, je ne dis pas que toutes les informations au niveau des réseaux sociaux sont toujours fondées, mais on devrait quand même s'en saisir pour sélectionner celles qui méritent d'être suivies et celles qui méritent d'être écartées. Mais ça ne se fait pas. Et vous avez constaté que chaque fois qu'il s'agit d'une action sur un opposant, l'action a été rapide et que... Monsieur Mirassa, comment allez-vous faire pour que, au moins, vous, ce collectif des partis d'opposition sans papier, puisse désormais être en conformité avec cette... D'abord, je peux vous dire que l'analyse que j'ai faite, je l'ai introduite dans les institutions. Je l'ai envoyé au président de l'Assemblée nationale, je l'ai envoyé au président du Sénat, mais je l'ai envoyé en tant que Parti social-démocrate congolais. Et puis quand vous prenez la loi, mais il y a des dispositions qui sont prises. Je n'ai pas encore lu un arrêté qui a été pris par les ministres de l'Intérieur qui suspendent ou qui est arrivé à dissoudre un parti. Ce n'est pas la déclaration ou la note non référencée du préfet directeur général qui nous rend... Nous sommes conformes. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune disposition. Et sur ce point, il faut que la loi puisse être respectée. Si elle n'est pas respectée, on fait comment? Nous disons que nous sommes en train de fonctionner correctement. Nous ne sommes ni suspendus, nous ne sommes pas dissous et nous continuons. Ça va se savoir. Alors, M. Miras, rapidement, un petit mot à l'endroit de ces Congolais qui vous suivent actuellement en tant que Congolais ou en tant qu'opposant. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais comme mot d'espoir pour que au moins ces Congolais puissent espérer? Nous aurions souhaité, en ce qui nous concerne, qu'on mette en avant un concept, le dialogue. Nous avons compris, lorsque le ministre de l'Intérieur nous avait reçus, qu'ils étaient en train de préparer un conseil national de dialogue. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies pour la tenue de ce conseil. Parce que la majorité des partis au Congo, que les Congolais ne se trompent pas, ne sont pas conformes à la loi. Au-delà de l'aspect que nous défendons, selon lequel il y a la non-rétroactivité de la loi, mais pour les autres, ils ne sont pas en conformité avec la Constitution. Ils ne sont pas en conformité avec la loi sur les partis. Et c'est ça qui pose le problème, qui nous amène à dire le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle. Allons à un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Ceci après la libération des prisonniers politiques, pour que ce soit un acte fort de réconciliation qui permette aux Congolais de se retrouver et d'évoquer leur avenir.
Merci beaucoup, Monsieur Birassa, de nous avoir reçus chez vous. Chers téléspectateurs, nous voici pratiquement à la fin de notre émission La Politique en Marche. Alors, nous allons nous retrouver le mercredi prochain à la même heure. Alors, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir. Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te.